Ce qui distingue les cartes de tarot, dit-il, ce sont les atouts, nommés à l'origine triomphi, comme nous le savons, ce qui est toujours leur nom dans certains lieux, en Italie bien sûr. Ces triomphi ne sont pas simplement de belles figures isolées, ils font partie d'une séquence d'images arrangées en une hiérarchie rationnelle de rangs dans le but de jouer. La démarche intellectuelle ou la signification symbolique de cette hiérarchie n'est pas le sujet de ma communication. C'est plutôt que cette séquence existe. Dans tous les différents jeux de cartes dont nous connaissons la nature, il n'y a qu'au tarot qu'une telle séquence symbolique existe. De la Chine à l'Inde, du Japon à l'Allemagne et partout ailleurs, les cartes à jouer sont pleines d'images de toutes sortes, tirées de l'imagination ou selon un système cohérent, mais elles sont toutes soumises au principe des couleurs, même quand il y en a 2 seulement, 3, 4 ou encore plus que 4. Chaque couleur a un nombre et une structure identiques, quelles que soient les images dont ces cartes sont illustrées. Cependant, la séquence des triomphi n'obéit pas au système des couleurs. Il y a 22 cartes au lieu de 14, 14 dans le tarot, bien sûr, 13 dans un jeu normal. Il y a 22 cartes donc, et ces figures suivent un autre principe d'organisation hiérarchique. En outre, ce sont dans le jeu des atouts permanents et non occasionnels. Donc, ils sont toujours supérieurs aux autres cartes. C'est seulement dans quelques cités du nord de l'Italie que nous trouvons, dès 1440, cette curieuse structure, celle du tarot, bien sûr. C'est pourquoi Michael Dammett a pu affirmer avec raison que le jeu de tarot était l'invention du concept d'atout. Ce concept s'est ensuite répandu dans d'autres jeux qui n'utilisaient pas de cartes symboliques supplémentaires, donc des jeux ordinaires où l'atout est trouvé par la retourne d'une carte qui désigne celle des 4 couleurs qui va être supérieure aux autres. La séquence des triomphi, atout permanent, a été pour la première et unique fois inventée ici et à ce moment-là. Mais Dammett avait-il raison ? En 1989, Franco Pratesi, un chercheur florentin, a porté à la connaissance des historiens de la carte à jouer l'existence d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France qui contenait la description d'un jeu de cartes avec 4 couleurs et une séquence de 16 figures mythologiques hiérarchisées. C'est le fameux proto-tarot que nous avons vu dans l'exposition et qui est décrit dans le catalogue. Bien qu'il ne soit pas fait mention dans le texte d'atout, ou de triomphi, le mot n'est pas employé, ni même de cartes, il devenait clair que les 16 figures mythologiques étaient précisément cela, une séquence ordonnée de triomphe ou triomphi. Ce qui était surprenant, c'est que l'auteur de ce jeu, Marziano Rampini di Sant'Alosio, dit aussi Marziano da Tortona, était mort depuis 1425, c'est-à-dire 17 ans avant la première trace documentée de l'existence du tarot que nous savons être désormais en 1440. Le jeu de triomphe de Marziano était donc une invention indépendante et plus précoce du concept d'atout permanent. Si la séquence de triomphe de Marziano est clairement plus ancienne, on peut alors se demander si la séquence d'atout du tarot fut réellement une invention indépendante et isolée de l'idée d'atout permanent. Y aurait-il pas un lien entre les deux ? De 1980 au début des années 2000, 3 cités étaient désignées avec de bons arguments comme pouvant être le berceau du tarot. En 1980, Michael Dammett les a désignées comme Ferrare, Bologne et Milan. Mais à la fin des années 80, Franco Pratesi a montré que Florence offrait une documentation sur le jeu plus précoce qu'à Bologne, 1450, et Bologne, 1459, donc on gagnait 9 ans. Ce n'était toutefois qu'un déplacement superficiel d'orientation, car Bologne et Florence ont le même style d'atout et de séquence. Ils partagent en effet l'ordre A, tel que Dammett nous l'a appris. Ils forment en effet la tradition A ou méridionale, on dit aussi, parce qu'elle est partie vers le sud, jusqu'en Sicile, du tarot. Parce que le tarot Visconti di Modrone, peint pour la cour de Milan, peut-être en 1441 ou 42, je ne sais pas, était considéré longtemps comme le plus ancien. Et parce que les documents les plus précoces venaient de Ferrare en 1442, avant de trouver en effet la référence dans le journal de Giusto Giusti en 1440, nous étions calés sur la date de 1442, plus ancienne date connue, et là, nous étions à Ferrare. Donc, à cette époque, les spécialistes tendaient à considérer que le jeu de triomphe était l'invention d'une cour princière, comme celle des Visconti ou des Este, plutôt que d'une cité non princière ou républicaine, comme Bologne
ou Florence, et pour un public populaire. En d'autres mots, la question était, et reste, le tarot est-il allé de la cour à la rue ou de la rue à la cour? Ainsi, le jeu de Marziano, créé pour un prince à Milan, n'aurait pu être que le premier jeu de ce genre dans la même cour, et le lien entre le concept, sinon les sujets, des triomphes, est alors facile à comprendre. Dans cette optique, Filippo Maria Visconti avait le jeu le plus ancien avec celui de Marziano, mais par la suite, il voulut un autre type de jeu de triomphe que nous connaissons sous le nom de tarot, puisque nous avons tous ces jeux peints pour la cour de Milan. Les deux jeux auraient donc été conçus, donc celui de Marziano, puis plus tard le tarot proprement dit, auraient été conçus dans la même cour et pour le même prince. Ça, c'était la théorie de l'époque. C'était là l'opinion de la plupart des quelques spécialistes du sujet, jusqu'à ce que la recherche et la réflexion, à partir de 2005, commencent à indiquer un rôle plus important pour Florence dans le premier développement du tarot. D'abord, certains des jeux les plus anciens, comme les tarots Rothschild, le tarot de Charles VI et celui dit d'Alessandro Sforza à Catane et Palerme, ont été de façon convaincante attribués à Florence, notamment pour les tarots Rothschild par Cristina Fiorini, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, et son apport a été décisif. Thierry de Polis et moi-même, c'est bien sûr Ross Caldwell qui parle. Ensuite, un flot de nouveaux documents probants a commencé à venir de Florence, des archives exhumées, ou de Rome en réalité, avec le travail de Arnold Esch, historien allemand, médiéviste, qui a beaucoup exploré les registres de la douane romaine, conservés en très grand nombre pour le XVe siècle, et où l'on trouve des renseignements extraordinaires sur tout ce qui arrive à Rome pour la reconstruction, puisque les papes viennent de retourner à Rome. Je fais cette digression pour préciser les choses. Et dans ces objets qui passent par la douane, il y a des triomphes. Il y a des cartes à jouer ordinaires, certaines venant du sud d'ailleurs, par Gaète, et d'autres qui viennent du nord, de Florence, notamment les triomphes. Alors, après le travail d'Arnold Esch, donc il y a celui de Thierry de Polis, décidément, et Franco Pratesi, en 2012, alors en réalité c'est en 2011, mais bon, je l'ai publié en 2012, c'est vrai, de Polis a découvert une mention de Naibi a Trionfi, on l'a assez répété, à Florence, dans le journal du Giusto Giusti, daté de septembre 1440, et la tendance à la prépondérance des preuves est devenue claire. Florence, dit-il, devenait le candidat numéro 1 pour être le berceau du tarot. Depuis longtemps, donc, on hésitait parce que les taux se resserraient entre Florence et Milan. Bon, pour lui, il penche clairement pour Florence et on va voir pourquoi. La question de savoir s'il y avait un lien entre le concept d'atout de Marziano da Tortona à Milan et le jeu de triomphe de Florence était alors à nouveau remis en jeu. Cela semblait peu plausible, car le jeu de Marziano était resté chez les Visconti, confiné dans un petit cercle, et il n'a eu aucun imitateur. On n'a pas de successeur à ce jeu qui est resté fermé en quelque sorte. Certes, il y a que la reine Isabelle de Lorraine, la femme du roi René, a reçu une copie, que nous savons, ça c'est ma digression aussi, tiens, parce qu'il ne le dit pas, elle a reçu une copie du traité de Marziano, comme nous le savons, celle dont nous montrons quelques pages, et qui est aujourd'hui à la BNF. Elle a reçu les cartes, en principe, évidemment, peintes, paraît-il, par Michelino, mais nous ne savons pas du tout comment la reine a réagi, ni même si ça lui a parlé, et a-t-elle joué avec ces cartes. C'est très peu vraisemblable, à mon avis. C'est comme ça que je le ressens. Alors, certes, dit-il, je reviens au texte de Ross Caldwell, certes, quelques diplomates florentins pourraient l'avoir aperçu, ce jeu de Marziano, ou quelque autre visiteur remarquant ces cartes supplémentaires inédites, mais c'est là une hypothèse fragile, et les spécialistes prudents préféraient dire que le jeu de Marziano et le tarot étaient des inventions indépendantes de la même idée. Le problème avec cette position a été expliqué ci-dessus. Le concept même d'une séquence hiérarchisée de figures symboliques différentes des cartes à 4 couleurs dans le même jeu est exceptionnel parmi les jeux de cartes du monde, et il est unique en Italie du Nord au début du XVe siècle. Cette situation est inconnue dans les autres cultures où les jeux de cartes sont traditionnels. Les deux séquences de triomphe forment une hiérarchie étendue et significative. Les séquences d'atouts significatives, c'est-à-dire qu'elles font sens. J'aurais dû le mettre comme ça plutôt. Les séquences d'atouts n'émergent pas ici et là, naturellement ou spontanément dans les jeux de cartes. Elles ne sont en rien une logique ludique. Elles ne sont pas inévitables en quelque sorte. Mais c'est vraiment une sorte de concept spécial. Il semble dès lors
que ce soit une coïncidence incroyable que deux hommes différents, à 20 ans d'écart, en deux cités différentes d'Italie, mais pas si éloignées, aient eu la même inspiration pour ajouter au jeu une séquence spéciale d'atouts, considérant que personne ailleurs, dans toute l'histoire des cartes à jouer, pour autant que nous puissions en juger, n'a eu la moindre idée. C'est tout simplement trop proche pour être une coïncidence. Mais y avait-il un moyen de démontrer un lien entre les deux ? En réfléchissant à tout cela, et en concluant que le jeu de tarot a probablement été inventé à Florence peu avant 1440, je me suis familiarisé avec la culture et l'histoire de cette ville et cette époque. C'est alors que j'ai lu la fameuse historiette d'Antonio Manetti, la Novella del Grasso Legnaiuolo. Oh, alors ça, j'ai du mal à lire, Legnaiuolo. Voilà, vous l'avez dit mieux que moi. La nouvelle du gros menuisier. L'histoire raconte un jour, en principe l'italien c'est simple phonétiquement, mais là, l'histoire raconte un tour de plaisanterie que Filippo Brunelleschi, âgé de 32 ans alors, joua à son ami Manetto Amanatini, surnommé Grasso, le gros, en l'amenant à croire pendant 2 jours qu'il était quelqu'un d'autre. Manetti, l'auteur de la nouvelle, qui avait 46 ans de moins que Brunelleschi, avait recueilli ce récit de la bouche d'hommes qu'il avait entendu dire, et il nomme 8 de ses informateurs comme un ethnologue, hein, il précise l'information, à la fin de sa version. L'un de ces noms m'a frappé, Lo Scheggia. Ah, on a assez parlé de lui d'ailleurs. Or, le peintre et menuisier Lo Scheggia est un personnage dont nous avons appris dans ces dernières décennies qu'il a peint des cartes à jouer. Ça, c'est Franco Pratesi qui l'a découvert dans les archives. Et c'est peut-être son atelier, après tout, qui a produit le tarot dit d'Alessandro Sforza. Ada Labriola parle de lui et de son milieu dans notre catalogue d'exposition. Lo Scheggia a peint des triomphes, alors ici il s'agit de triomphes de Pétrarque, à plusieurs reprises, tel ce plateau d'accoucher, et là on passe à cette image qui le présente, le triomphe de la renommée, qui est au Metropolitan Museum de New York. Nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure dans la présentation d'Ada Labriola. Et les triomphes de Pétrarque, qu'il a peint aussi, mais c'en est un, dont celui de l'amour est illustré à la page 110 du catalogue. Je vous demande de vous précipiter sur votre catalogue et de regarder la page 110. En outre, au moins 6 panneaux de Cassoni peints par Lo Scheggia survivent, avec des processions triomphales de figures classiques telles que Darius, Jules César, Scipion l'Africain et quelques personnages mal identifiés. Je savais peu de choses sur Brunelleschi, au-delà de la renommée que lui valut la construction du dôme de Santa Maria del Fiore, la gloire du ciel florentin. Et on passe à la suivante, que voilà. Donc ça, c'est la couverture du livre de Eugenio Battisti, consacré à ce grand architecte dont nous allons parler. Mais quand j'ai lu le nom de Lo Scheggia parmi ses amis, je me suis rappelé que Filippo Maria Visconti avait, dit-on, invité Brunelleschi par 2 fois à Milan. La première fois vers 1421, pour faire un modèle de forteresse qu'Antonello Vincenti croit avoir été fait pour les Ghirlande et Revellini, le mur d'enceinte et les Ravelins, fortifications de protection aux portes qui entouraient le château de Milan, l'ancien château de Milan, pas le Castello Sforzesco bien sûr, qui a été construit après, et qui selon Corio c'est un historien qui a beaucoup traité de l'histoire de Milan, avait survécu à la destruction du château, donc du premier château en 1447-48, lors de l'éruption de l'insurrection, voilà que je cherchais, de la République ambrosienne à Milan. Les restes de cette structure autour du château ont été démolis au XIXe siècle. Et là, on montre les images suivantes, celle-ci, qui montre... Alors, je n'ai pas très bien compris où était la Ghirlanda. Je pense que c'est le mur qui est là. Mais il y a aussi ici l'entrée. D'après la légende ici, je vois que c'est l'entrée de la Ghirlanda de la cité. Alors, j'avoue, un peu patauger, mais ceux qui connaissent bien Milan doivent savoir ce que c'est. Alors, image suivante. Voilà une vue cavalière de ce même château. Et à gauche, on voit l'entrée de la Ghirlanda. Et je pense que c'est le mur extérieur que l'on voit en haut. La deuxième fois où Brunelleschi a visité Milan, c'était entre 1436 et 1438. Mais après 1438, ce ne serait pas possible parce que les hostilités éclatent entre Florence et Milan et cela aurait empêché le voyage de Brunelleschi. Cette fois, Vasari, le célèbre historien d'art, Giorgio Vasari, nous apprend qu'il conçut, donc Brunelleschi, beaucoup de choses pour le duc
et pour les maîtres de la cathédrale de cette ville, donc le Dôme de Milan. Eugenio Battisti, dont nous avons vu la couverture du livre, suggère que les dessins du Duomo auraient compris des plans pour le Tiburium, une structure portante pour le dôme intérieur et la lanterne qui est placée au-dessus, dont la construction avait été envisagée dès les années 1390, mais qui en réalité ne fut pas achevée avant 1500. Et voici l'image suivante qui montre en effet un schéma d'architecture de dôme. Ce n'est pas celui du dôme de Milan, là on est à Novare, en Piémont. Et l'image suivante nous montre la coupe du dôme, alors du dôme de Milan, comment il est fait. Puis ensuite, voilà. Alors là, on a un détail du Tiburium. Et l'image suivante qui nous montre alors carrément une photo de la lanterne avec ce qu'on voit des supports du fameux Tiburium. Au-delà de l'ingénierie et de l'architecture, pour lesquels Brunelleschi est surtout célèbre, c'était pour moi une surprise d'apprendre qu'il était aussi profondément immergé dans la culture artistique de Florence dans la première moitié du Quattrocento, et qu'il est souvent crédité de l'invention de méthodes pour représenter la perspective linéaire qui a influencé des peintres comme Masaccio. D'après Vasari, donc le frère aîné de L'Oscheggia, vous le savez tous, d'après Vasari, on dit que Filippo dissert Brunellesco, en apprenant sa mort, la mort de Masaccio, se serait exclamé « Nous avons subi une très grande perte avec Masaccio », c'est une phrase célèbre, hein, et que cela le chagrinait infiniment, car il avait passé beaucoup de temps à montrer à Masaccio plusieurs règles de la perspective et de l'architecture. Ça, c'est la citation de Vasari. En outre, Brunelleschi lisait de la poésie, telle celle de Dante, qui ne lisait pas Dante en Italie, hein, et écrivait des vers dont on a conservé 4 poèmes. Et évidemment, il appréciait les bonnes plaisanteries, comme l'histoire du gros menuisier le montre. Les relations de Brunelleschi avec le frère cadet de Masaccio, L'Oscheggia, ne sont pas bien documentées. Mais au-delà des liens familiaux, un endroit où ils se sont peut-être rencontrés et ont collaboré était dans les peintures, sculptures en bois et en papier, et les machines innovantes qui entraient dans la décoration des chars pour les processions festives et les parades occasionnelles, financées par les confréries et ces associations temporaires nommées brigades. Dans les années 1430, L'Oscheggia louait ses ateliers dans le Borgo Santi Apostoli de Florence. Image suivante. Voilà, on a déjà vu d'ailleurs ce plan dans la communication d'Ada Labriola. Ce Borgo qui était si dense que l'on peut penser que les boutiques étaient entassées afin de mettre les peintres et les artisans aussi près que possible les uns des autres. Alors, image suivante. Voilà un plan général avec en incrustation le Borgo, et on voit les points noirs là, qui montrent bien l'entassement et la proximité des boutiques. Image suivante. Voilà, bon, ça c'est le... Je ne serais pas capable de contrôler, mais il a dû chercher. Le Borgo Santi Apostoli aujourd'hui. Tous ceux qui ont rencontré le tarot pour la première fois, et pour moi c'était en 1973, que ce soit dans sa forme italienne classique ou avec les couleurs françaises du tarot nouveau, pour moi c'était le tarot nouveau, pour moi, hein, ou tout autre style de tarot, notamment les nombreux tarots ésotériques qui traînent ici et là, sont intrigués et même fascinés par les atouts, et je l'ai été effectivement, la partie qui distingue ce jeu de cartes des jeux de cartes normaux avec lesquels les gens sont plutôt familiers. Jacopo Antonio Marcello, dont nous avons le portrait en haut à côté du fameux proto-tarot. Dans sa lettre d'introduction au texte de Marziano dans le manuscrit latin 8745 de la BNF, ce numéro 5 du catalogue, dont nous avons 2 feuillets exposés, à cette réaction quand il vit les cartes de Michelino décrivant la structure du jeu comme 16 princes et barons célestes auxquels étaient ajoutés 4 rois régnants sur 4 espèces d'oiseaux. En effet, les couleurs du jeu de Marziano, ce sont des volatiles. Il va jusqu'à comparer le jeu aux cartes da trionfi, devenues dès lors courantes. Mais nous sommes en 1449 avec Marcello. Désormais, le tarot trionfi est à court, désignant le jeu de Marziano comme une nouvelle espèce de trionfi. Donc il lui a paru clair que c'était un peu la même chose. Il me semble que si Brunelleschi avait vu et joué ce jeu avec le duc,
là, il émet une hypothèse, évidemment. Il aurait probablement eu la même réaction. Il aurait lui aussi remarqué en premier lieu les 16 princes et barons célestes, c'est-à-dire la série des 16 cartes spéciales. Et l'élément caractéristique qui frappait Marcello était donc les atouts. Je pense que cela aurait été vrai de toute personne qui voyait le jeu de Marziano pour la première fois. Cette longue séquence d'atouts était une invention complètement nouvelle et surprenante. Si Brunelleschi a été fasciné par ce jeu et a rapporté avec lui le concept d'atout à Florence, on pourrait dire si Brunelleschi a été fasciné sûrement, mais avait rapporté, c'est quand même conditionnel, quel peut être le lien alors entre les thèmes des deux jeux qui sont clairement différents? Quel est le rapport entre déification, le nom employé par Marziano, deificatio sexdecim dero eroum, et triomphe? Peut-être est-ce à travers le mot apothéose. Quel est le rapport le mot apothéose, qui est le terme grec pour déification. Alors que le concept de théosis, ou deificatio en latin, est important dans la théologie orthodoxe, il est rarement exposé dans la théologie latine, quoique les commentateurs catholiques soulignent fréquemment qu'il imprègne les pères latins comme saint Ambroise et tout particulièrement saint Thomas d'Aquin. Pour les théologiens, l'usage peu fréquent du terme explicite déification ou deificatio en latin est plus dû à ses connotations impériales, romaines, implicitement païennes, qu'à son absence dans leur réflexion. À ce propos, Paola Ventrone, alors ça c'est un auteur qu'il cite, vous ne pas savoir qui elle est, a montré que la production de spectacles pour l'Ascension et l'Assomption de 1439, conçue par Brunelleschi et ses collaborateurs, avec des effets mécaniques faits pour étonner, démontre une connaissance intime des notions de théologie qui étaient alors discutées entre les églises orientales et occidentales lors du concile qui se tenait dans la ville de Florence. Mais le lien le plus direct entre triomphe et déification se trouve dans ce que triomphe signifie. C'est l'apothéose du triomphateur, son élévation à un statut quasi divin. Pour cette raison, afin de le ramener à l'humilité, la tradition médiévale lui donne des humiliations à la hauteur de sa gloire. L'une d'elles est la présence avec lui sur le chariot d'une personne de la plus basse condition qui le réprimande et lui répète « Rappelle-toi, tu n'es qu'un homme ». Dans deux de ses peintures de triomphe sur des cassoni, L'Oscheggia, justement, met bien cette personne sur le chariot, une fois comme un fou. On a ici le triomphe de Jules César par L'Oscheggia, et l'image suivante qui nous montre un gros plan. On voit en effet à droite ce fameux fou dans le triomphe de César, et l'image suivante nous montre cette fois le triomphe d'Alexandre, et avec la suite, et on voit à droite le miséreux qui vient auprès d'Alexandre pour lui rappeler que voilà, il peut être aussi dans cette situation. Finalement, d'autres exemples montrent que les termes d'apothéose et de triomphe sont synonymes dans les représentations de saint Thomas d'Aquin en gloire au XIVe et XVe siècle, indifféremment appelé dans la littérature Trionfo di San Tommaso d'Aquino ou Apothéosi di San Tommaso d'Aquino. Et là, on montre cette image donc, qui est bien légendée. Et la suivante, dont je n'ai pas pu trouver l'origine. Bon, c'est une fresque, vous savez sûrement où c'est, moi pas. En tout cas, on voit qu'en effet, cette ambiguïté entre Trionfo et Apothéosi est intéressante. Finalement, Marziano lui-même mentionne les triomphes de César et d'Auguste dans son chapitre sur Hercule, puisqu'il consacre pratiquement aux 16 divinités ou aux 16 héros divinisés un chapitre où il détaille tout ce qu'il croit savoir sur eux. Et dans le chapitre sur Hercule, donc, il évoque le triomphe de César et les triomphes de César et d'Auguste. Et dans la partie consacrée au triomphe de Cupidon, puisque Cupidon est le numéro 1, ainsi, il le décrit ainsi. Il se distingue par un visage très juvénile, volant, entouré de cœurs humains, puisqu'il triomphe en vainqueur de ceux-ci, entièrement nus, parce que les amants se désirent pleinement avec un arc armé. Comme nous savons maintenant qu'il existe au moins, j'ai terminé la citation de Marziano, comme nous savons maintenant qu'il existe au moins 3 copies, comme nous savons qu'il existe au moins 3 copies du texte de Marziano, en effet, Ross a découvert qu'il y avait, au-delà de la copie qui est conservée à la BNF,
deux autres copies, dont une conservée dans une bibliothèque du nord de l'Italie, mais je me demande si ce n'était pas à Brescia, et une troisième alors dans une bibliothèque qui est redevenue privée. Enfin, ça a l'air très compliqué d'y avoir accès, mais on aimerait bien savoir à quoi ressemble notamment l'écriture, ce qui nous intéresse beaucoup, mais pour le moment on a échoué à contacter la famille qui possède cette bibliothèque. Voilà, comme nous savons qu'il existe au moins 3 copies du texte de Marziano, nous pouvons supposer que ce traité a eu une plus large circulation. S'il est plausible que Brunelleschi et ses compagnons aient vu et joué le jeu avec le duc de Milan, il est possible alors qu'ils en aient fait faire eux aussi une copie, car le texte est court, et par conséquent qu'ils aient eu le temps de l'étudier en notant les références telles que celles au triomphe. Autrement dit, établir un lien entre déification et triomphe aurait été naturel. Il y avait plusieurs façons de les associer. En somme, je voudrais souligner combien une séquence d'atouts permanents est exceptionnelle dans l'histoire des jeux de cartes. Le fait qu'une telle invention se soit produite 2 fois dans une proximité temporelle et physique assez étroite fait soupçonner un lien organique entre ces 2 occasions. Étant donné que les 2 séquences d'atouts sont complètement différentes par leur sujet et leur nombre, le lien, s'il existe, ne peut être qu'au niveau du concept. Ce concept est celui de la séquence d'atouts elle-même, quelles que soient les images qui l'illustrent. Lorsque l'état des preuves était tel que Milan pouvait être considéré comme le principal candidat à l'invention du jeu de triomphe, le lien organique était plus facile à faire. Les 2 jeux avaient été inventés dans la même cour princière pour le même prince. Mais l'état de la question, désormais, nous oriente sans ambiguïté vers Florence comme berceau du jeu de triomphe, et l'idée d'un lien organique est mise en doute. Toutefois, la nature exceptionnelle du concept d'une séquence d'atouts subsiste. Puisque plusieurs peintres et quartiers produisant des triomphi étaient associés dans le même quartier de Florence à la fin des années 1430. Il est alors très suggestif de constater que l'un d'eux, L'Oscheggia, un peintre de triomphe et quelque peu menuisier, puisqu'il peignait des cassoni aussi, était un ami de Filippo Brunelleschi. Or, Brunelleschi a fait, on l'a dit, 2 visites à Milan, à l'invitation expresse de Filippo Maria Visconti. La deuxième eut lieu dans les années 1430, peut-être aussi tard d'ailleurs que 1438, ce qui s'inscrit tout à fait dans la chronologie où je crois que le jeu de triomphe a été inventé. Bien sûr, le jeu a dû prendre un certain temps pour sa conception, son esquisse, la fabrication d'un prototype et la mise au point du jeu. Brunelleschi était le genre d'homme à qui le Visconti aurait sûrement voulu montrer ses biens les plus précieux et les plus ingénieux. Il pourrait bien lui avoir aussi montré son beau jeu de cartes nouveau, peint par Michelino da Besozzo, et avoir joué ce jeu avec son visiteur florentin. Une autre hypothèse serait que L'Oscheggia lui-même aurait accompagné Brunelleschi lors de sa visite à Milan, peut-être dans le but express de voir le travail de Michelino, l'un des plus fameux artistes lombards. Il semble que ce soit plus qu'une simple coïncidence. Si la peinture de scènes triomphales sur des cassoni et des plateaux d'accouchés, des illustrations des 6 triomphi de Pétrarque dans les manuscrits, comme nous l'avons vu, et le tarot commencent tous à apparaître à Florence vers 1440. L'activité intense des peintres, artisans et quartiers au centre de Florence, particulièrement dans le quartier de Santi Apostoli, et l'association de Filippo Brunelleschi avec eux nous apporte un argument plausible pour la transmission de l'idée d'une séquence d'atouts du jeu de Marziano de Milan, depuis Milan, de la déification princière au château de Milan, au triomphe de tableaux vivants inspirés par l'art local et la pompe de Florence et au triomphi du tarot. Et voilà ce qu'il avait à nous dire. J'aurais du mal à répondre certainement à ces questions, et malheureusement, bon, il n'est pas présent pour y répondre, mais néanmoins, essayons toujours. Je connais assez bien son sujet, je le suis assez largement dans ses explications, et peut-être avez-vous des précisions à demander, des détails à fournir ou des commentaires à faire. Non ? Oui, oui. J'ai eu des commentaires sur les jeux en général plutôt que sur le tarot que je connais peut-être un peu moins. Mais comment dire, quand j'ai voulu expliquer le tarot à des gens, ils ont beaucoup plus de facilité à comprendre le principe d'atout avec le tarot, le principe d'atout avec le tarot qu'avec d'autres jeux, puisqu'avec les autres jeux, ils changent. Donc moi, il me paraît plus évident pour quelqu'un qui a vu des cartes numérotées de comprendre comment elles marchent
que d'essayer de changer pourquoi un cœur devient un pic et pourquoi est-ce qu'on coupe. Ça, c'est le premier point. Donc, il peut très bien y avoir eu, je ne sais pas, des images de cartes normales auxquelles un quartier est rajouté des seins, des gens en les numérotant. Mais ça, vous y connaissez bien mieux que moi et je ne vais pas aller là-dessus. L'autre chose, c'est que dans le jeu de société moderne, que je connais beaucoup mieux, il est très, très courant que des gens aient inventé un jeu et qu'un grand nombre de personnes reprennent le jeu et tout simplement le modifient. C'est-à-dire, pour le vendre ou pour s'en revendiquer la paternité, simplement rajoute des cartes, change les noms des cartes, change le thème, quelque chose. Donc, qu'on passe de 16 à 21 pour faire plaisir, par exemple, à un prince, pour rajouter des cartes et puis les changer pour dire que c'est soi-même qui les a inventées plutôt que quelqu'un d'autre, ça ne me semble pas non plus, inimaginable. Voilà. Alors, pour la première partie, j'ai fait la même expérience avec mes neveux quand ils étaient petits. Je leur ai appris à jouer au tarot et puis je leur ai appris à jouer à la belote. Et la belote les déroutait en réalité parce que d'abord, oui, ce principe d'un atout temporaire au fond, et plus encore d'un changement de hiérarchie dans la couleur d'atout, les perturbait. Alors que le tarot, en effet, les rassurait beaucoup parce que c'était plus simple, plus clair. Cependant, il n'est pas si simple d'abord de concevoir le principe de l'atout. Et c'est si peu simple que nous voyons que dans les deux cas, nous avons affaire à des cartes ou des allégories soigneusement recherchées. Dans le premier, nous savons qui a peuplé cette série-là. Il en a fait vraiment comme un exposé, graphique de figures de l'Antiquité. Il y a donc derrière tout un message qui est mis dans ces cartes supplémentaires et il s'en explique longuement parce que tout le traité est fait de ça. Or, on voit bien aussi que dans le tarot, la séquence des atouts, des allégories, avant de devenir des sujets profanes au XVIIIe siècle, quand les tarots à couleur française sont inventés, sans changer les règles du jeu au début, mais on voit que la série des atouts du tarot a une signification. Ce n'est pas n'importe quelle allégorie qu'on a choisie. Il y a quelque part une programmation intellectuelle qui suppose une réflexion de quelques érudits, une invenzione, et comme disent les Italiens, on a de multiples exemples. Par exemple, quand un prince veut faire peindre une série d'allégories dans son studiolo, il demande à un savant de lui concevoir un programme iconographique. Et c'est probablement ce qui s'est passé avec le tarot, peut-être quelques tâtonnements, dont on pourrait avoir un exemple avec le tarot Visconti di Modrone, mais tout de même, il y a une réflexion puissante et très intellectuelle derrière. On est vraiment dans quelque chose de savant au départ, alors que ce soit à Florence, donc dans un milieu plutôt peut-être d'humanistes et financé par des mécènes qui sont de riches marchands, ce qui est peut-être le cas, ou à la limite dans une cour princière, en tout cas on en a l'exemple avec le jeu de Marziano, c'est pas quelque chose de simple et d'évident, ça n'est pas, comme le répète Ross Caldwell, une logique ludique. Rien du tout, rien à voir avec ça. Alors, l'autre partie de la question, c'était, oui, les jeux de cartes se déforment, se prêtent à des modifications. Dès la fin du XIVe siècle, dès que le jeu est arrivé, nous avons, et plus encore au XVe siècle, nous avons l'exemple de multiples manipulations faites à partir du jeu standard, qui est celui à 52 cartes, ça c'est ce qui arrive d'Orient, et à partir de ça, on voit des gens qui rajoutent une couleur, une cinquième couleur, qui rajoutent des figures, etc. Finalement, après tout ça, et décantation, il n'est resté que le jeu basique, qui après a connu encore d'autres transmutations. Et ça, nous le connaissons dans l'univers des jeux. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, c'est tout au long de la longue histoire des jeux de l'esprit que nous voyons ce genre de transformation. D'autres questions? Oui. Alors, un petit micro, merci. Oui, merci beaucoup. C'est juste une question. S'ils ont rajouté ces triomphes comme atout qui sont supérieurs aux autres cartes, pourquoi ils n'étaient pas numérotés, que la numérotation est arrivée ultérieurement? Alors, on parle bien des triomphes du tarot, là, oui, puisque oui. Nous savons que dans le jeu de Marziano, par exemple, les divinités sont numérotées, dûment numérotées, de 1 à 16. Oui, je ne connaissais pas. C'est Cupidon qui est numéro 1 et Jupiter qui est numéro 16. Alors, pour les tarots enluminés, nous avons vu que normalement, ils n'ont pas de numéro,
c'était un exercice de mémoire, sûrement, que de retenir l'ordonnancement des allégories, qui devait donc être assez évident dans les premiers temps, mais qui a vite engendré des divergences, des oublis, des choses comme ça, d'où la création très rapide de ces trois versions de l'ordre, de l'ordonnancement des atouts du tarot, que Michael Demet a mis en valeur en 1980, l'ordre A, l'ordre B, l'ordre C. Donc l'ordre A qu'il attribuait à Bologne, désormais nous l'attribuons à Florence, avec le jugement au sommet, suivi par le monde, et les trois vertus groupées, trois vertus cardinales groupées un peu plus bas dans la série. L'ordre B, c'est celui de Ferrare, où le monde est au sommet, suivi de la justice, donc la vertu, suivi du jugement, un ordre un peu bizarre, les deux autres vertus étant plus bas. Le reste ne change pas. Hein. Et enfin, l'ordre C, que nous connaissons bien ici avec le tarot dit de Marseille, qui respecte cet ordre, où le monde est au sommet, suivi du jugement, etc. Et les trois vertus sont réparties dans la série, avec la tempérance au rang 14, qui est un peu inattendu aussi. Mais alors, nous pensons que l'ordre A est plus cohérent et reflète mieux l'impression que nous avons et que nous partageons avec d'autres personnes ou d'autres experts, qu'il s'agit là du cheminement d'un chrétien. Car le christianisme, évidemment, imprègne beaucoup les esprits de ce bas monde, le battleur, les pouvoirs temporels et même spirituels avec le pape et la papesse, bizarrement. Puis après, un certain nombre d'événements de la vie humaine, ça peut être l'amour, mais ça peut être la mort, et enfin un cheminement vers plus de lumière après les affres du pendu, du diable, de la maison de Dieu, etc. On a un chemin de lumière avec l'étoile, la lune, le soleil, le monde, et enfin le jugement dernier. Bon, cette explication est partagée par plusieurs d'entre nous. Nous voyons là donc un parcours chrétien, et c'est aussi l'opinion de deux auteurs du XVIe siècle, dont nous avons publié les textes, Ross Caldwell, moi-même et un troisième collègue italien, Marco Ponzi, qui, l'un et l'autre, ne se connaissant pas à des centaines de kilomètres d'écart et pratiquant l'un l'ordre C modifié, l'ordre C', typique de Savoie-Piémont. Et c'est donc à Mondovi que son livre a été imprimé, exemplaire très rare, on n'en connaît que deux, en 1565. Et probablement, et grosso modo à la même époque, nous avons de l'autre côté, du côté de l'Adriatique, un manuscrit anonyme dont on connaît 6 exemplaires, qui lui aussi se penche sur les atouts du tarot, enfin il se penche sur l'invention du tarot, tandis que l'auteur de 1565 à Mondovi, qui est un Francesco Piscina, héritier d'une importante famille du marquisat de Salus, se pose la question, lui, de la signification des atouts du tarot. Donc, on ne peut pas chercher mieux. Voilà. Tous les deux, au fond, ont à peu près la même vue, à savoir qu'il s'agit de l'âme d'un chrétien qui parcourt tout ce cheminement. Et il me semble que, vu de leur point de vue, c'est déjà un siècle après la naissance du tarot, certes, mais en hommes encore formés à cette culture de la Renaissance, et puis en même temps de la religion chrétienne, ils ont peut-être un point de vue intéressant qui rejoint l'impression générale que nous avons en regardant l'ensemble de la série. Non pas les cartes individuellement, bon, parce qu'on risque vite de tomber dans des interprétations un peu ésotériques qui ne sont pas de mise, mais si on considère l'ensemble de la série, l'ordonnancement, alors on peut essayer de comprendre ce que cela veut dire. Mais il y a un message. Et donc, pour revenir à la numérotation, ça devait être assez clair pour beaucoup de gens, mais voilà, dans les 3 plus gros atouts, il y avait une incertitude, d'où la création de ces 3 différences. Néanmoins, nous avons vu là-haut que certaines cartes portent des numéros qui ont été tracés à l'encre par la suite. Par exemple, les tarots de Charles VI, on a au sommet, là où on peut les lire, ils ont été reniés la plupart du temps, mais on arrive à reconstituer les chiffres. On a des chiffres romains, tracés à mon avis dans une écriture qui doit dater d'environ 1500. Donc après l'exécution des cartes, quelqu'un a voulu, pour jouer mieux, fixer l'ordre des atouts, et cet ordre est florentin. Même chose sur les cartes de Catane, où nous trouvons aussi des numéros, cette fois en chiffres arabes, et l'impératrice, qui a été découverte en 2015 par Emilia Maggio, justement dans les réserves du Palazzo Abatellis, porte un 2 bien visible. Il y a quelques autres cartes qui portent des numéros qui nous permettent de les rattacher aussi à l'ordre florentin, tandis que les cartes que nous nommons Este Aragon, qui sont à Yale, portent aussi quelques chiffres discrètement,
Et là, nous sommes dans l'ordre B, fait rare. Donc, l'idée qu'elles auraient été peintes à Florence pour la cour de Ferrare semble assez facile à comprendre. Voilà, donc il y avait des gens qui avaient besoin quand même de mettre des numéros. Puis après, dès qu'on a des cartes imprimées, comme on voit aussi sous forme de reproduction ou sous forme de... Non, la vraie feuille, elle ne porte pas de numéro, c'est vrai. Mais les feuilles Rosenwald, dont on a des reproductions un peu agrandies, et les petites feuilles que nous attribuons provisoirement à Ferrare, avant que l'un d'entre nous ne nous explique que c'est plutôt Venise, ces feuilles-là portent des numéros, alors imprimés en chiffres romains, et désormais la tradition s'impose de toujours numéroter les atouts, mais particulièrement ceux qui sont imprimés. Mais là, on n'est plus dans les tarots imprimés, on n'est sans doute plus au XVe siècle, et par la suite, la tradition va devenir telle que finalement, on s'aperçoit au XVIIIe siècle qu'il n'est pas utile de remettre ces allégories qui font un peu peur aux Allemands qui découvrent le tarot à ce moment-là, hein, vers 1715-1720. Ce diable, cette maison Dieu, tout ça, ça leur semble pendu. C'est vrai, ça fait un peu sinistre quand on n'a pas l'habitude. Les Français avaient l'habitude, ils avaient reçu le tarot très tôt. Mais les Allemands, non, ils le découvraient. Et on sent que l'arrivée des couleurs françaises, la substitution des couleurs françaises aux couleurs italiennes, et surtout des allégories quelconques, avec des gros chiffres. Finalement, c'est les chiffres qui comptent. On met des animaux, un peu fantasmagoriques parfois, on met toutes sortes de thèmes iconographiques, et ce sont les tarots couleurs françaises qui vont connaître un grand succès et continuent de servir les joueurs. Hors d'Italie et puis de Suisse, on continue d'utiliser des tarots italiens en Suisse, dans les grisons notamment, et puis bien sûr en Italie. Mais ailleurs, en Autriche, en France, au Danemark, et dans les endroits où on joue encore au tarot, c'est toujours avec des tarots à couleurs françaises, généralement des scènes de genre sur les atouts, ou bien des figures un peu ethnographiques, comme on voit dans les tarots Industrie und Glück, qui sont utilisés dans l'espace, l'ancien empire austro-hongrois. Voilà, j'ai été un peu long, pardon. J'ai deux petites remarques. Oui. Ici. Ah, voilà, il est par là. La première, justement, c'est sur la numérotation. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est, puisqu'il n'y en a pas, que c'est volontaire, et qu'on sait qu'à la cour de Milan, il y avait des spécialistes des arts de la mémoire, et donc peut-être qu'une des fonctions du jeu, qui est aussi pédagogique, c'est comment dire, inciter les joueurs justement à se souvenir d'avoir un système mnémotechnique pour se rappeler de cet ordre, enfin faire travailler la mémoire de cette façon-là. Bon, j'en sais rien, je ne suis pas du tout spécialiste, mais en tout cas, peut-être que ça expliquerait l'absence de numéros. Et l'autre remarque, c'était concernant le proto-tarot, dont les différentes suites sont dans des ordres différents, puisqu'il y a, je crois, 2 suites où l'ordre des cartes, ça va être d'hypothétiques figures, et puis les cartes numérales de 10 à 9, à 8, etc. Et les autres suites où c'est l'inverse. Est-ce qu'on a des éléments dans la façon de jouer, par exemple à Florence, qui permettent de dire qu'il y avait aussi cette inversion selon les couleurs des cartes, inversion de l'ordre selon la couleur des cartes, qui permettrait d'attester peut-être un petit peu plus ce lien entre Milan et Florence et cette influence, enfin cette découverte du proto-tarot qui se serait traduite ensuite dans les jeux florentins. Alors, je vais répondre rapidement à la première question sur la mémoire. Bon, à l'époque, les gens qui ont fait des études, si on peut le dire comme ça, ont beaucoup plus de mémoire parce qu'ils ont appris à développer leur mémoire. Et aujourd'hui, nous, notamment avec les ordinateurs, on fait travailler d'autres mémoires supplémentaires. Donc, les gens avaient sûrement plus de capacité de mémorisation que nous aujourd'hui. Donc, c'est la remarque intéressante. Mais après, je ne peux pas dire plus. Pour la deuxième question, qui portait déjà... Ça y est, sur l'ordre inversé. Merci. Alors, l'ordre inversé des cartes numérales dans les couleurs de bras. Ça, c'est venu du Proche-Orient, c'est clair. Parce que ça appartient... C'est un des traits les plus archaïques des jeux de cartes. On le trouve dans l'ombre, par exemple, qui est un jeu espagnol totalement étranger au tarot. Et on le trouve, certes, dans le jeu de Marziano, mais parce qu'il ne fait qu'utiliser un ludème caractéristique, mais déjà présent. Donc on le retrouve à Florence, à Milan, partout, et après au-delà, pour le tarot, notamment qu'il a conservé dans les pays de langue allemande,
c'est toujours vivant, cette inversion des points, dans les couleurs rouges, donc, alors qu'en France, nous, on l'a abandonné sans doute déjà au XVIIIe siècle. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la transmission qu'évoque Ross Caldwell entre Milan et Florence à propos du proto-tarot et des triomphes. Bon, on peut clore là. Ah, pardon, oui. Question rapidement. Oui. Je vais essayer de parler fort. Oui. Le fou est parfois numéro 22 et parfois 0. Est-ce qu'il y a une Alors ça, c'est un crime contre le goût commis par nos amis autrichiens à la fin du XVIIIe siècle, que d'avoir pris l'excuse, qui est le fou, ou matto en italien, que les Français appellent excuse depuis le XVIe siècle, hein, et qu'ils appellent aussi scus ou schis, et d'en avoir fait l'atout 22. Autrement dit, il perd son rôle d'excuse ou d'esquive, qui est pour moi une carte qui a un charme particulier, et puis qui donne un peu de piment au jeu. Mais alors que nous l'avons conservé en France, le fou sert d'excuse, dit une règle du XVIIe siècle, en français, hein, alors que dans tout l'espace ex-austro-hongrois, c'est l'atout le plus fort, finalement. Voilà, donc 22 parfois, oui. Bon, je vous propose d'arrêter cette discussion ici, mais je voudrais quand même ne pas vous laisser partir sans une petite péroraison finale pour tirer un peu un bilan de ces communications qui, j'espère, vous ont autant passionné que moi. Nous avons découvert l'usage de modèles transmis au sein d'un même atelier, voire d'une même famille, et que nous retrouvons à travers les cartes de tarot et parfois de tarot différents, comme nous l'avons vu ce matin avec Roberta Del Moro. Marie-France Lemay nous en a appris beaucoup sur la construction même des cartes, et ces études qui vont se poursuivre, notamment, nous révèlent alors des choses extraordinaires. Un filigrane, je ne pensais pas, enfin plusieurs filigranes, mais particulièrement l'un d'eux, qui confirmerait la date proposée par Roberta Del Moro dans le catalogue pour le tarot Visconti di Modrone, et bravo, hein, parce qu'être confirmé comme ça, c'est quand même assez intéressant. Nous avons vu aussi la technique de fabrication, et notamment, j'en étais pas persuadé à l'avance, mais elle a bien sûr les moyens de le voir, et elle me l'a confirmé oralement, que la feuille du dos dans les tarots de Yale et de la Morgan Library est bien repliée sur la face, comme on le voit beaucoup plus nettement dans les tarots florentins. Et puis, nous avons... Alors, justement, je voudrais montrer un peu ça. On va peut-être changer de... Ah oui, j'ai oublié, pardon. Oh là. J'ai oublié la dernière image que m'a envoyée Ross, mais c'était hier soir très tard. Alors, elle est là. Il faudrait la mettre en plein écran, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ah oui, il faudrait aller tout à la fin, si c'est possible. Encore une. Voilà, et la suivante. Et mettre en diaporama. Parce qu'il a voulu illustrer, voilà, c'est ça, il a voulu illustrer donc les liens qui unissaient, pardon de revenir à ça, les liens qui illustraient les différents acteurs qu'il a nommés. Donc Lo Scheggiac est ici, alors il a fait tout un système de couleurs. Giovanni Di Marco dal Ponte, Giovanni Di Marco dit dal Ponte, que nous avons mentionné à plusieurs reprises. Apollonio di Giovanni. Je crois que c'est Di Giovanni plutôt que Da Giovanni, mais j'en suis pas sûr. Di Giovanni, c'est une erreur. D'accord, je lui dirai Michelino da Besozzo, Marziano da Tortona en haut, Filippo Brunelleschi. Alors les autres qu'il a rajoutés, j'avoue ne pas bien savoir ce qu'il vient de faire ici, mais il a de bonnes raisons de les avoir mis. Et il essaie de tisser des liens. Alors il y a des liens assurés, bien sûr, et des liens probables ou plausibles. C'est une espèce de résumé, au fond, de ces hypothèses, et j'ai trouvé ça intéressant, même si c'était pour terminer son PowerPoint hier soir très tard. Alors, donc maintenant, j'aimerais qu'on passe au deuxième, ou plutôt au troisième, qui s'appelle de police présentation bilan, parce que je voulais revenir justement sur ces points que nous avons vus avec Milan. Et alors, passons directement à la page suivante. Voilà. Donc, nous avons vu qu'à Florence, avec les présentations de Ada Labriola, tout particulièrement, mais aussi celle d'Emilia Maggio, un large cerne noir,
qui est de l'argent oxydé, mais parfois l'argent a disparu, et comme dans les cartes de Catane, on ne voit plus que l'assiette rougeâtre, encadre chaque figure. Et ici, alors on passe à l'image suivante, voilà, les tarots Rothschild, d'accord, et Bassano. Ça, c'est le valet le cavalier d'épée de Bassano, qui est à Bassano, et la dame de bâton, qui est au Louvre. On revient en arrière. Donc l'observation de la surface des cartes fait apparaître un repli du papier au dos. On en a parlé à plusieurs reprises. Parfois assez généreux dans ces cartes. On revient à l'image suivante. Voilà, on voit ici, par exemple, une marque qui montre que le papier peut revenir ou se présenter jusque-là. D'ailleurs, on peut se demander si un des rôles de cet encadrement fait d'une assiette recouverte d'une feuille d'argent n'est pas justement de consolider la colle ou la sceller en quelque sorte la carte, mais ça reste à démontrer. Et on revient en arrière. Voilà, ce repli me semble particulièrement large dans les tarots Rothschild et le cavalier de Bassano. Donc on y retourne. Voilà, et puis ensuite... oui, pardon, on est allé trop vite parce que voilà, je n'ai pas réagi. On voit là aussi que le repli vient carrément jusque-là. Et bien sûr, ces cartes, comme l'a révélé Marie-France Lemay avec les cartes de Yale et de la Morgan, la carte est d'abord montée en papier, si je peux dire, et peinte ensuite. D'accord ? Et là, on le voit de façon très nette. Ensuite, voilà. Alors, les cartes de Catane et Palerme sont trop dégradées pour qu'on puisse faire la même observation, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le repli. Hein. Mais le tarot de Charles VI, bien que ces cartes aient été légèrement rognées, s'y prête tout à fait. Et donc, je voulais citer ce rapport d'analyse du laboratoire des musées de France, fait en 1984. On leur avait confié, enfin la Bibliothèque nationale leur avait confié les 17 cartes, mais ils s'étaient particulièrement penchés sur le valet d'épée. Et ils écrivaient, Jean-Paul Rioux, auteur de ce rapport, le support est fait de 2 feuilles de papier superposées et encollées. Des bandes de papier adhérant au pourtour renforcent les bords. Alors ça les intriguait beaucoup, ces petites bandes de papier tout autour. Et c'est moi qui leur ai dit, finalement, c'est sans doute ce qui reste de la feuille du dos repliée. Et c'est ce qu'il explique, puisqu'il avait accepté mon explication. Par référence à la technique traditionnelle, ces bandes seraient les restes de repli de la feuille inférieure sur la feuille supérieure. Image suivante. Alors voilà les tarots de Charles VI. Là aussi, on voit le rebord, la feuille repliée assez largement, beaucoup plus largement que sur les cartes milanaises des Bembo. Ensuite, alors, et toujours ce cerne noir qui paraît fait d'une assiette à base de plâtre et de colle de peau, légèrement colorée à l'ocre rouge, selon le rapport donc, du laboratoire des musées de France, sur laquelle on a fixé une mince feuille d'argent estampée de rinceaux et autres tortillons. Avec le temps, l'argent s'est oxydé et a noirci, et parfois l'argent a disparu, comme je l'ai dit, des cartes de Catane, puisqu'on ne voit plus que l'assiette. Suivante. Alors voilà justement des tarots de Catane, où on ne peut pas voir s'il y a un repli de la feuille de dos, mais par contre on voit bien cet encadrement qui a été noir autrefois, mais qui a perdu pratiquement tout l'argent. Ensuite, voilà, alors plus visible encore, mais moins large et plus régulier, ça c'est intéressant. Hein, et le repli sur les cartes ST Aragon, que nous savons beaucoup plus tardive, hein, on est sans doute vers 1473, peut-être 75 si on veut, donc qui est à Yale aussi. Même encadrement noir sur assiette colorée en rouge autour de chaque carte. On passe l'image suivante, voilà. Et là, on voit bien, j'ai éclairci un peu ces cartes parce qu'elles sont en réalité très foncées, mais ça permet de mieux voir justement le repli ici collé avec une grande régularité. On est très près du montage des cartes italiennes telles qu'elles vont être fabriquées pendant tout l'Ancien Régime et même encore largement au XIXe siècle, des cartes imprimées, normales, industrielles, qui comportent encore une feuille de dos dont les débords sont rabattus sur la face. Ensuite, voilà. Alors, je voulais montrer ici quelque chose que vous n'aurez pas vu, parce que ce ne sont pas des tarots, à mon avis. Hein. À la Biblioteca Nazionale Universitaria de Turin subsistent 15 cartes enluminées, rescapées d'un incendie survenu en 1904. Ce ne sont plus que des moignons un peu calcinés. Et bien sûr, des cartes ont été entièrement perdues, car il y avait 24 cartes. Or, sur ces 24 cartes, dont nous avons une description très précise, donnée dans une des éditions de l'histoire économique du Moyen-Âge de Cibrario, et tout d'un coup, il tombe là-dessus. Et alors, c'est dans la 3e ou 4e édition la plus complète de ce point de vue-là, une description minutieuse, il donne les dimensions, tout.
Et c'est formidable parce qu'on n'avait pas grand-chose sur ces cartes, mais on a une photo que je vais montrer. Sur ces 24 cartes, il n'y a ni dame ni atout de tarot, ni triomphe. Or, statistiquement, si c'était issu d'un tarot, incomplet bien sûr, il devrait y avoir au moins un atout et ou une dame. Or, il n'y a rien de cela. Donc, j'en conclus, et Thomas était déjà de cet avis, que c'est bien les restes d'un jeu, et d'un jeu régulier à 52 cartes, car il y a des 10. Enfin, il y en a au moins un. Et il en suffit d'un. Les cartes sont de très grande dimension, donc elles sont enluminées, autant le dire, 195 par 95 mm, et l'aspect donc les apparente aux tarots enluminés. Et Ada Labriola, à qui j'avais soumis ces images, y retrouve des éléments que nous pouvons dire désormais florentins. Bon, on changera peut-être d'avis dans 20 ans, mais pour le moment, je crois que c'est assez sûr. Notamment les encadrements argentés, encore visibles sur ces deux cartes. On passe à la... Voilà. Alors voilà l'état actuel, vous voyez. Mais heureusement, il reste le haut de ce cavalier de bâton et ce 10 de bâton, donc un 10. Et ce même encadrement, enfin, on retrouve désormais ce que nous pensons être un type de carte tel que faite à Florence. Florence qui s'avère être au XVe siècle le plus grand centre de production de cartes à jouer de toute la péninsule italienne, à mon avis. Et ensuite, alors voilà une photo de 12 des cartes qui étaient présentées en exposition à à Turin en 1880. Il y avait une série de grandes expositions d'art dans les grandes villes italiennes, à Florence, à Milan, à Turin, à la fin du XIXe siècle, qui mettaient en avant tout ce toute cette riche tradition artistique. Et donc 12 de ces cartes avaient été prêtées par la bibliothèque qui était simplement nationale à l'époque. Et nous voyons ici toutes les figures présentes. Évidemment, c'est du noir et blanc, car une campagne photographique a été faite par un grand studio de photographie de Turin. Ensuite, ça a été imprimé en phototypie, qui est un système permettant de très bien rendre justice aux demi-teintes, et vendu dans une grande boîte. Et heureusement, la bibliothèque de l'INHA possède un tel exemplaire de cette boîte, et j'ai pu photographier. Et ça nous renseigne beaucoup, on découvre des détails, et on voit que, en effet, ces cartes ont toutes les chances d'être faites à Florence, parce qu'elles en épousent, disons, au moins pour les cartes numérales, le style. Après, bien sûr, on peut discuter, mais on retrouve, si je peux dire, un petit air de famille. Ensuite, alors, le repli du débord de la feuille de dos est donc une technique assez ancienne en Italie, puisque j'ai dit que ça s'était perpétué ensuite. Elle n'est pas réservée aux tarots enluminés. Bon, je l'ai assez dit, donc on passe à la suivante. Voilà un exemple. Alors, j'ai un peu forcé les contrastes, parce qu'on ne le voit pas toujours très bien, mais ces cartes qui sont exposées là-haut sont un bon exemple de ce système avec la feuille du dos repliée sur la face. Et parfois, quand la feuille du dos est hachurée, ornée de hachures, d'une grande marge, parce qu'il y a toujours une image au centre du dos, des cartes imprimées, quand la feuille est autour hachurée ou pointillée ou componnée ou échiquetée, et que ceci est rabattu, alors ça fait comme un encadrement échiqueté, componné, pointillé, hachuré. Les tarots étaient souvent comme ça, et quand les Français ont fabriqué des tarots sur des modèles italiens, eux, ils ne pouvaient pas faire ça parce qu'ils étaient dans une hyper-rationalisation de la production. Alors ils ont inventé un système en créant un trompe-l'œil. On le voit notamment dans les tarots dits belges. On a un encadrement componné tout autour, mais qui est gravé avec le reste de la face. Bien sûr, il n'y a pas de repli du rebord. Et d'ailleurs, le dos est souvent très différent. Mais c'est une imitation en trompe-l'œil parce que les Français imaginaient que c'était affreusement chronophage, et ça l'était effectivement. Ensuite, alors les cartes peintes pour la cour de Milan semblent quand même différentes. On voit bien sûr qu'il n'y a pas d'encadrement argenté, ni dans les tarots des Bembo, ni dans les cartes du maître du chariot d'ici, ni même dans les deux vallées de Hanovre. En revanche, on note que certaines cartes du tarot Visconti et du tarot Brambilla, la présence discrète, mais avérée par Marie-France Lemay, d'un repli de la feuille du dos. Ensuite, voilà, tarot Visconti di Mondrone. Alors effectivement, avec de bons yeux, ça sont des facsimilés que je possède de US System, mais on voit quand même assez bien qu'il y a un repli de la feuille du dos. Ensuite, et là, dans les tarots Brambilla, nous pouvons le voir aussi, y compris dans les parties abîmées. D'ailleurs, la carte est en assez mauvais état, c'est pourquoi elle n'a pas pu venir.
et ainsi que les autres. Il y a des fissures, mais on voit là aussi le repli beaucoup plus petit, beaucoup plus léger que dans les cartes de Florence. Pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, alors le tarot Coleoni présente des dos simplement badigeonnés de sombre sur papier. Les bords sont francs, sont francs, non, soigneusement collés et pressés. Pardon, c'est une image que je n'aurais pas dû conserver. On passe à la suite. Voilà, bon, vous les connaissez. On passe ensuite. Bon, voilà, avec, on distingue effectivement en regardant bien, mais enfin, il vaut mieux avoir une loupe pour le voir, car c'est très délicatement et très soigneusement fait. Et ensuite, alors pour les cartes du maître du chariot d'ici, le dos est une feuille d'argent. Donc c'est une autre technique. Une feuille d'argent qui a noirci, bien sûr, et qu'on ne peut donc imaginer repliée sur la face. Là, c'est clair, c'est un autre montage. Voici le rapport d'analyse du laboratoire des musées de France, puisque j'ai indiqué qu'il avait été fait une analyse en 1993. Et ce rapport disait « Le verso est recouvert d'une feuille d'argent appliquée sur un bol rouge-orange, lui-même posé sur une couche de sulfate de calcium. » Ensuite, alors voilà un exemple, et voilà un détail justement du dos, que nous voyons le bol rouge-orange qui sert à fixer la feuille d'argent, dont des parties subsistent quand même, bien visibles. Et nous savons que pour les deux cartes de Varsovie, la description très minutieuse qu'avait publiée en 1957 Stanislava Savicka disait bien qu'il s'agissait d'une feuille d'argent au dos. On n'a pas de photo, on n'a pas cherché à retourner les cartes livrées, mais on peut le voir. Ensuite, et les valets de Hanovre ont des dos carrément recouverts d'une feuille d'or. Alors voyons, voilà. Alors ça, c'était la surprise totale de découvrir que ces cartes, qui étaient mal connues quand même, il faut le dire, avaient des dos très jolis, entièrement, une feuille d'or, elle aussi posée bien sûr sur une assiette, et décorée, je dirais plutôt incisée plutôt qu'estampée, mais je peux me tromper. Et voyons la suite. À Milan, ah oui, autre question que je me suis posée, et là je pose la question à la cantonade. J'ai remarqué qu'à Milan, oui, on peut passer à l'image suivante, après tout, autant les voir. À Milan, Tarot Visconti di Modrone, ou bien le maître du chariot d'ici représente toujours des dames dans le chariot. C'est vrai aussi du tarot Coleoni. Je n'ai pas fait figurer ici, mais bon. Alors ici, il n'y a qu'une dame, ici, il y en a 5. La suite. Alors qu'à Florence, voilà, ce sont des messieurs qui conduisent. Toujours. Ainsi, dans le tarot d'Alessandro Sforza ou dans le tarot de Charles VI. Pourquoi? Je ne sais pas. Je mets les pieds dans le plat, c'est tout. Et ensuite, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, c'est tout. Merci. Alors, ça, c'était une sorte de digression presque personnelle. Mais comme on a pu voir, il y a aussi le problème de l'héraldique et de l'emblématique très complexe que nous a exposé Gabriel et Reina. Je passe sur l'affaire des copies et imitations, qui est un dossier un peu en suspens, que je vais reprendre d'ailleurs probablement lors de mon intervention dans cette demi-journée en visioconférence qui doit être organisée par la Morgan Library et où Franck Trujillo m'a invité à présenter un sujet. Ce sera ça dans une version un peu remaniée et en anglais, bien sûr. Ada Labriola nous a bien parlé des ateliers de Florence et Emilia Maggio nous a exposé la vie et les connexions, surtout les relations familiales et extrafamiliales d'Alessandro Sforza, un personnage pas toujours bien connu, grand bibliophile, et donc détenteur, semble-t-il, de cet emblème fait d'une bague de diamant avec un œillet, puisque je crois quand même, elle se contente de dire une fleur, mais je crois quand même qu'il y a lieu, enfin moi j'ai lu dans beaucoup d'endroits que c'était bien un œillet qui était représenté. Et nous avons enfin entendu par ma voix les hypothèses de Ross Caldwell sur les échanges entre Milan et Florence, et je suis assez convaincu qu'il a raison quelque part. L'invention de la notion d'atout et cette série, le principe même, ou le concept, comme il dit, ne peut pas avoir été inventé en deux lieux différents. Il y a sûrement une transmission. Alors, il propose, à titre d'hypothèse, que Filippo Brunelleschi ait été le vecteur de cette transmission, mais bon, ça reste à explorer peut-être un peu plus avant.